cette session. Donc, je suis très heureux de vous dire bonjour donc, et de souhaiter aussi la bienvenue aux collègues qui sont des autres universités, aux collègues ici présents. Voilà, je suis très heureux aussi donc, de partager avec vous ces moments de présentation de deux communications donc, qui concernent le sujet de l'implicite. Donc c'est une continuité donc, de ce qu'on a fait depuis hier. Donc voilà, dans cette session, la première communication sera présentée par M. Moulay Omar Abdallah et Hazabra Hamza. La communication est intitulée « La part de l'implicite dans la compétence interculturelle en contexte universitaire ». La deuxième communication sera présentée en ligne donc par Ben Saqsli Antar de l'université Ben Saqsli Antar, oui, pardonnez-moi, Ben Saqsli Antar de l'université de Constantine qui est en ligne. Je ne sais pas s'il est là. Si vous êtes en ligne, vous nous faites signe sur le chat au moins. Donc, je ne vois pas M. Bensexli Antar. Donc, la communication s'intitule l'exploitation de l'implicite culturel dans la publicité algérienne, enjeux et stratégie. Donc, on va commencer par la communication en présentiel. M. Moulay Ammar Abdallah, donc vous avez 15 minutes pour nous présenter l'essentiel de vos résultats. La parole est à vous. L'intervention et septièmement, je citerai quelques références bibliographiques de notre travail. Le développement Le développement de la compétence de l'interculturel devient de nos jours l'une des préoccupations majeures des enseignants du FLE, surtout ceux exerçant dans les universités algériennes. Notre étude s'inscrit globalement dans le domaine de la didactique du FLE, plus précisément dans le domaine de la didactique de l'oral et de l'interculturel. Donc nous visons par la présente étude d'enseigner et de développer implicitement la compétence de l'interculturel chez les étudiants adraris de langue française. Le cadrage théorique de notre étude s'accentue sur trois éléments précis. Premièrement, l'innovation pédagogique, deuxièmement, la classe inversée et troisièmement, l'interculturel. Alors, l'innovation pédagogique, c'est quoi? L'innovation pédagogique désigne l'introduction d'une nouvelle chose pour la première fois dans un contexte existant. De ce fait, nous devons distinguer l'innovation pédagogique de l'invention, de l'innovation, de la rénovation et de la réforme pédagogique. Donc l'innovation pédagogique, c'est un savoir-agir à visée constructive que l'enseignant adopte pour installer de nouvelles compétences chez les étudiants. C'est comme dans notre cas d'étude d'ailleurs. Nous visons l'installation implicite de la compétence de l'interculturel chez nos étudiants. Donc l'innovation pédagogique, c'est un changement volontaire, réfléchi et motivé.
Passons maintenant à la classe inversée. La classe inversée, c'est une pédagogie hybride qui inverse le processus d'enseignement-apprentissage dans le sens où la phase théorique se fait à distance et la phase pratique se fait en classe. La classe inversée n'est pas une invention, mais une innovation pédagogique. Pourquoi? Ceci veut dire que la classe inversée n'est pas une invention qui n'a jamais existé auparavant. Mais la classe inversée, par contre, existe depuis longtemps. Mais son introduction dans de nouveaux contextes qui fit d'elle une innovation pédagogique. L'interculturel. Meunier définit l'interculturel comme une manière d'analyser la diversité culturelle. Pour lui, c'est une démarche, c'est une analyse, c'est un regard et c'est un mode d'interrogation sur les interactions culturelles. L'interculturel, tout simplement, n'est pas un contenu d'enseignement, mais c'est une démarche qui vise la construction de passerelles et de liens entre les différentes cultures. Dans l'interculturel, nous passons du rejet culturel vers la richesse interculturelle. Donc l'interculturalité égale regard croisé. Voilà. Donc la problématique de notre étude tourne autour de la question principale suivante. Dans quelle mesure la mise en place de la classe inversée en contexte universitaire pourrait favoriser l'enseignement implicite de l'interculturel dans des séances de compréhension et d'expression de l'oral? De cette question lancinante, de cette question problématique, ou bien principale, découle l'hypothèse suivante. Nous supposons que l'innovation pédagogique par le biais de la classe inversée au supérieur favoriserait l'enseignement implicite de l'interculturel dans des séances de compréhension et d'expression de l'oral. Méthode exploratoire. Dans cette partie, nous traiterons de 3 points différents, qui sont les participants, le matériel expérimental et la procédure. Participants, nous ciblons les étudiants de première année de licence de français de l'Université d'Adrar, de l'année universitaire 2023-2024. S'agissant de 38 participants, ces derniers sont âgés de 18 à 40 ans. Pour répondre à la question pourquoi choisir les étudiants de L1, nous les avons choisis parce qu'ils étaient nouvellement arrivés à l'université avec certaines représentations et certains préjugés d'ordre culturel. De ce fait, nous voulions les initier indirectement, si vous voulez implicitement, à l'interculturel pour s'ouvrir sur les autres cultures, notamment la culture française. Matériel expérimental. Donc, durant notre expérimentation, nous avons fait usage de la plateforme éducative Google Classroom de l'Université d'Adrar, de 4 capsules vidéo, c'est-à-dire de petites vidéos, de 4 quiz informatisés, c'est-à-dire de petits questionnaires numériques, et d'un questionnaire final de retour d'expérience. Procédure. Puisqu'il s'agit de la classe inversée, qui est une pédagogie hybride, notre procédure se divise en 2 parties, la partie présentielle et la partie distancielle. Dans la partie distancielle, nous avons fait appel à la plateforme éducative Google Classroom de l'Université d'Adrar, dans laquelle nous avons inscrit l'ensemble, dans laquelle nous avons créé plutôt un espace court s'intitulant Lecture et études de texte 1. Dans cet espace court, nous avons inscrit l'ensemble de nos étudiants, qu'on voit ici. Ces étudiants recevaient des capsules vidéo, c'est-à-dire, qu'on voyait avec leur description. Par exemple, le titre de la capsule vidéo, le temps, et un petit espace en bas pour l'interaction entre les étudiants. Voilà. Suite à chaque envoi de capsule vidéo, nous leur envoyons un quiz informatisé de 7 questions notées sur 7 points pour vérifier la compréhensibilité des étudiants après chaque visionnage de capsule vidéo. Nos quiz informatisés ont été élaborés par Google Forms parce qu'ils facilitent le traitement des données. Je parle ici du traitement automatique des données. Nos capsules vidéo et nos quiz informatisés ont porté sur 4 thématiques relatives à la culture française. Voilà. Premièrement, l'éducation contre le racisme et l'antisémitisme. Deuxièmement, pourquoi les Français sont-ils si fiers de leur cuisine. Troisièmement, le système éducatif français. Et quatrièmement, la francophonie et le dialogue interculturel. Finalement, nous leur envoyons ce questionnaire numérique de retour d'expérience pour collecter leurs appréciations par rapport à l'expérience vécue. La partie présentielle. Dans la partie présentielle, nous avons fait des débats d'idées en classe. Les étudiants débattaient les contenus des capsules vidéo visionnées à distance. Pour ce faire, nous avons proposé des supports textuels portant sur les mêmes sujets des capsules vidéo mises en ligne. Les étudiants puisaient dans ces supports textuels pour structurer leur débat. Par exemple, la première capsule vidéo portait sur le racisme en France. Donc, nous avons proposé un support textuel, ce support textuel portant sur le racisme culturel. Donc, puis nous avons lancé le débat d'idées en posant quelques questions aux étudiants. Par exemple, telles que pourquoi les gens sont-ils racistes? Le racisme est-il lié à des raisons culturelles?
quelles sont les conséquences du racisme culturel et comment lutter contre le racisme culturel. Nous avons également demandé aux étudiants de raconter leurs expériences avec le racisme. Certains d'entre eux estiment que tous les Français sont racistes, alors que c'est faux. Donc nous avons précisé qu'il ne faut pas généraliser tout en leur donnant des exemples pertinents et contextualisés. Ce genre de débat nous a permis de faire changer quelques représentations des étudiants, d'éviter les centrismes, d'amener les étudiants à se rendre compte de leur propre culture et de développer la compétence de l'interculturel chez les étudiants, tout ça dans des séances dédiées à l'expression de l'oral. Présentation et analyse des résultats. Les résultats des quiz informatisés. Donc les résultats des quiz informatisés montrent une implication massive de la part des étudiants dans la réalisation des tâches distancielles, à savoir le visionnage des capsules vidéo et la réponse aux quiz informatisés. Ces mêmes résultats indiquent que la majorité des étudiants ont obtenu la note complète de 7 sur 7 points, chose qui démontre la bonne compréhension du contenu mis en ligne. Résultat du questionnaire final. Donc notre questionnaire final de retour d'expérience se compose de 7 questions, dont 2 sont ouvertes. Donc permettez-moi de vous lire quelques résultats parce que je ne peux pas tout mémoriser. Donc les résultats de la première question: la méthode de votre enseignant vous a-t-elle permis de développer vos connaissances culturelles? Montre que 28 étudiants ont répondu par souvent et toujours, soit 78%, et 8 étudiants par parfois et rarement, soit 22%. Les résultats de la deuxième question: la méthode de votre enseignant vous a-t-elle aidé à découvrir la culture française? Montre que 23 étudiants ont répondu par souvent et toujours, soit 64%, et 13 étudiants par parfois et jamais, soit 36%. Les résultats de la troisième question: d'après les capsules vidéo que vous avez visionnées, la culture française se différencie-t-elle de la culture algérienne? Montre que 26 étudiants ont répondu par beaucoup PAC, soit 72%, et 10 étudiants par parfois et jamais, soit 28%. Les résultats de la quatrième question: êtes-vous pour ou contre l'apprentissage de la culture française à l'université algérienne? Montre que 32 étudiants ont répondu par pour, soit 88%, et 4 étudiants par contre, soit 12%. Les résultats de la cinquième question: l'apprentissage de la culture française pourrait-il vous aider dans votre apprentissage de la langue française? Montre que 21 étudiants ont répondu par beaucoup PAC, soit 58%, et 15 étudiants par moyennement et un peu, soit 42%. Les résultats de la sixième question, qui est une question ouverte portant sur les avantages de l'apprentissage de la culture française au département de français de l'université d'Adrar. Nous avons reçu 33 réponses, desquelles nous avons choisi quelques réponses des étudiants suivants. Donc l'étudiant 6, pour lui, c'est un gain. L'étudiant 10, pour lui, c'est un renforcement des connaissances, c'est un développement des compétences critiques et créatives, et c'est une ouverture sur le monde. L'étudiant 22, pour lui, l'apprentissage d'une culture étrangère, surtout la culture française, permet de mieux comprendre les leçons, la littérature et l'histoire de France. L'étudiant 31, pour lui, c'est une découverte d'une autre culture et d'une autre langue. Ceci permet de prévenir et de surmonter les divisions ethniques. Les résultats de la septième question, qui est aussi une question ouverte, portant sur les désavantages de l'apprentissage de la culture française, nous avons reçu 29 réponses, desquelles nous avons choisi quelques réponses des étudiants suivants. Donc l'étudiant 9 parle de la perte de l'identité culturelle, l'étudiant 12 parle du contrôle de l'esprit de l'apprenant et de la non-conformité de la culture source avec la culture cible, c'est-à-dire de la culture algérienne avec la culture étrangère, en l'occurrence la culture française. L'étudiant 18 n'a signalé aucun désavantage. L'étudiant 24 parle de l'invasion des pensées étrangères. L'étudiant 26, pour lui, il n'y a rien de négatif. L'étudiant 28 parle de la négligence de la langue arabe et du mélange des coutumes musulmanes avec celles de l'Occident. L'étudiant 29 parle de l'oubli de la culture source. Voilà. Discussion et conclusion. Donc, dans la partie présentielle de notre étude, nous avons proposé des sujets pouvant susciter l'intérêt des étudiants et leur faire changer quelques représentations par rapport à la France, au système éducatif français, à la langue française et surtout à la culture française. Dans la même partie, nous avons débattu chacun des sujets au début de chaque séance pour mesurer le développement de la compétence interculturelle chez les étudiants et corriger certaines représentations erronées par rapport, afin d'éviter toute résistance et tout blocage lors du processus d'enseignement-apprentissage. Nous avons expliqué aux étudiants l'importance de l'apprentissage de la culture de la langue cible sans pour autant singer, voire imiter les mêmes pratiques
L'objectif est de respecter la culture de l'autre et de s'ouvrir sur l'autre, quoi que ce soit sa différence, et de ne pas prendre sa culture comme une barrière pouvant entraver l'apprentissage de la langue. Voilà. Parmi les limites rencontrées, certains étudiants n'avaient pas les moyens pour réaliser les tâches essentielles et pour poursuivre l'expérimentation. D'autres étudiants résistaient carrément au changement pédagogique, ils ne voulaient pas prendre part de l'expérience de la classe inversée. Cependant, d'après les résultats parvenus lors de notre étude, nous pouvons confirmer notre hypothèse de départ, mais nous pensons que la tâche la plus ardue dans l'enseignement-apprentissage implicite de l'interculturel réside au niveau de l'évaluation de cette compétence, plutôt du développement de cette compétence chez les étudiants. De ce fait, reste à savoir cerner des critères d'évaluation fiables et adéquats. Nous souhaitons que le débat de ce colloque soit porté justement sur l'évaluation de l'enseignement-apprentissage implicite de l'interculturel et la proposition de nouvelles pistes et perspectives jouables pouvant apporter d'autres éclairages à la thématique en question. Voici quelques références bibliographiques dans notre travail et merci pour votre attention. Merci beaucoup. Ça a été clair, net et précis, comme on dit. Donc, vous avez présenté la part de l'implicite et surtout de l'interculturel en milieu universitaire algérien, donc chez des étudiants universitaires. C'est vrai qu'ils semble qu'ils sont conscients de la chose. Hein. Donc, j'ai vu les résultats que vous avez. Donc, ils savent l'importance de l'interculturel dans l'apprentissage de la langue. Maintenant, donc, je ne sais pas si Monsieur Belsaksli Antar nous a rejoint. Est-ce que vous nous entendez? Donc, je pense qu'on va ouvrir le débat, hein, parce que donc, si la deuxième communication n'est pas disponible, je pense qu'on pourrait ouvrir le débat. Donc voilà, on commencerait par la première question, oui.
Allô? Voilà. Je reprends ma question. Oui. J'aimerais savoir, puisque vous avez parlé de l'évaluation en ligne, je voudrais savoir, est-ce qu'il n'y a pas un problème de fiabilité des réponses et la validité de l'évaluation? Est-ce que c'est une évaluation formative, formatrice ou sommative? Très bien, c'est une très bonne question. Surtout, même je l'ai dit à la fin de la communication, que le problème, hein, le problème qui se pose, c'est au niveau de l'évaluation. Et surtout dans l'interculturel. Comment évaluer, comment peut-on évaluer le développement de l'interculturel chez les étudiants? Donc c'est aussi une question problématique qui nécessite d'autres recherches dans ce sens. Pour la classe inversée, donc c'est la pédagogie sur laquelle je travaille maintenant, même en thèse de doctorat, il y a des critères pour pouvoir favoriser une bonne évaluation, pour permettre une bonne pour évaluer correctement les étudiants. Voilà. Moi, par exemple, je leur propose des quiz, des vidéos, comme ça je pourrais avoir directement le feedback. C'est ce dont elle a parlé Madame Samahi tout à l'heure. Voilà. Mais je ne sais pas. Donc la question de l'évaluation reste toujours problématique, surtout quand on travaille à distance. On ne peut pas savoir si l'étudiant lui-même qui a répondu à notre question, bien il s'est fait aider par un autre. Tout à fait, parce que ma petite expérience m'a montré que parfois je retrouvais les mêmes références bibliographiques, les mêmes données presque maquillées un petit peu, mais cela a toujours intrigué cette approche éthique et déontologique par rapport à la note attribuée en termes d'évaluation du document. Moi, je faisais l'évaluation des travaux personnels en ligne via Classroom, même si je mettais en ligne une vidéo, une séquence vidéo, avec un retraçage de ce qui est important à retenir du contenu, parce que la vidéo elle-même n'est pas le produit de l'enseignant concepteur du cours. C'est des vidéos un petit peu prises de là et de part et d'autre, donc, mais qui travaillaient, qui étaient étudiées, qui étaient adaptées aux besoins pédagogiques, aux objectifs escomptés, mais sur le plan fiabilité, là, je pense qu'il y a un vrai travail à faire. C'est une piste de réflexion et je pense que être un binôme ou un trinôme sur cette question n'est pas suffisant. Je pense qu'il faudrait avoir une équipe pluridisciplinaire qui pourra se pencher sur ce dossier. Merci. Juste, madame, je rebondis sur ce que vous avez dit. Moi, je travaille pas seulement sur l'enseignement à distance, purement distanciel. Je travaille sur la pédagogie inversée. Donc c'est le présentiel avec le distanciel. Oui, oui, j'ai bien compris ça. Dans la partie distancielle, si vous voulez, dans la partie distancielle, j'évalue seulement la rétroaction des étudiants après le visionnage d'une capsule vidéo ou bien une réponse à un quiz informatisé. Je pourrais vérifier ça. Mais le vrai travail se fait en présentiel, en classe. Ah, d'accord. Voilà. Donc l'évaluation, la vraie évaluation se fait. Parce que ce que vous venez de présenter, c'est par rapport à la pensée réflexive à visée interculturelle, c'est-à-dire s'ouvrir sur les croyances, sur les valeurs, sur les rituels de l'autre. Pour l'interculturel, ça reste problématique, je l'ai dit. On peut pas. Même pour les autres aspects de l'enseignement à distance et même pour la classe inversée, je pense que le paquet est très gros et il faut vraiment une équipe très solide avec des axes pluridisciplinaires, et c'est pour cela le travail serait plus facile et plus enrichissant si on s'inscrit dans cette perspective. J'espère qu'un autre chercheur va reprendre cette question. Moi, pourquoi je vous dis ça? Je suis didacticienne et je suis professeure paramédicale en même temps. J'ai la double casquette et j'en ai vécu des situations où pour aller vers
L'hybridation. l'articulation entre le présentiel et le distanciel pose vraiment problème. On n'est pas encore vraiment formé à ça. Merci. Merci. Merci beaucoup, madame. Voilà. J'ai. Sexy Anta. Il n'est pas. Mais depuis le départ, il n'était pas. Je pense qu'il n'est pas connecté. Il ne s'est pas connecté du tout. Il a rejoint? Donc, on continue. On enchaîne avec une autre question. Oui. Il y a le micro? Non, Belkissa El Helou, c'est lui. Ah. Merci. Bonjour. Donc, je ne suis pas didacticien, je suis littéraire, donc je risque de... Donc, je risque de passer à côté de beaucoup de notions que je ne maîtrise pas. Donc, si vous permettez, est-ce que vous pouviez revenir un peu sur votre diapo? J'ai lu une question, si c'est possible, ou bien vous pouvez reprendre oralement les questions que vous avez posées. Je crois 4. Au moment où vous posez la question sur le racisme et l'antisémitisme. Ah oui, non, si vous pouvez reprendre cette question. Des questions. Ah, vous parlez des questions qu'on a posées en Oui, cours. justement. Voilà, en cours. D'accord. Donc, oui. Pourquoi les gens sont-ils racistes? Le racisme est-il lié à des raisons culturelles? Quelles sont les conséquences du racisme culturel? Et comment lutter contre le racisme culturel? À un moment, vous avez employé aussi l'antisémitisme. Il y a une question, n'est-ce pas? Ou bien je me trompe. L'antisémitisme. D'accord. Donc, le racisme culturel. Voilà, ma question, c'est... vous avez posé la question aux étudiants de licence 1, n'est-ce pas? Oui. Voilà, et c'est dans le cadre de savoir, de vérifier les représentations que se font les étudiants vous avez parlé de la France, n'est-ce pas? Plutôt des Français. Voilà. Oui, mais là on a touché, d'après l'intitulé, j'ai mis inter entre deux parenthèses, donc j'ai touché à la fois le culturel et l'interculturel. Oui. C'est pour ça, juste pour animer le débat, on a posé ce genre de questions. Ils peuvent parler de pourquoi les gens sont racistes, même en Algérie, même à Adrar, comme ville elle-même. Voilà. Et on a abordé aussi la question, pour eux, tous les Français, pas pour eux, pour certains, tous les Français sont racistes. Donc j'ai dû quand même corriger ce point en disant qu'on ne peut pas généraliser, on ne peut pas dire que voilà tout. Voilà, je voulais justement savoir, d'après les réponses ou bien d'après l'analyse, pourquoi ils pensent que tous les Français, par exemple, sont racistes. Pourquoi pourquoi ils pensent, par exemple, que tous les Français sont racistes étant dans l'éducation, c'est-à-dire pendant tout leur parcours, ils n'ont pas. Est-ce que c'est dû aux médias? Est-ce que c'est dû au discours? Non, je vais vous répondre tout court. Je vous remercie. Adrar, comme vous le savez, a vécu de mauvaises expériences avec les Français, la bombe atomique à Argan. Donc pour eux, moi j'ai déjà enseigné, même dans les endroits, on peut dire, ruraux d'Adrar, j'ai vécu aussi des scènes, parce que j'enseignais le français, ils me voyaient comme un chrétien, je ne sais pas moi. Il y a certains parents qui arrivent même à déchirer le cahier de leurs enfants en les incitant à ne pas apprendre le français. Surtout à la région de Rgan, donc ils ont vécu ça. C'est pour ça moi j'ai voulu quand même, parce que les étudiants n'étaient pas malheureusement initiés à l'interculturel avant, donc je voulais quand même changer certaines représentations. Voilà, j'ai contribué quand même, mais voilà, je peux pas dire que j'ai réussi. Merci pour cette réponse.
Donc, je vais enchaîner par une question. Je ne suis pas spécialiste de l'interculturel, mais je suis curieux. Je suis un petit peu curieux de savoir comment ça se passe. La question que je me pose est la suivante. En quoi l'implicite est si important, pour la compétence interculturelle chez les étudiants que vous avez interrogés? En quoi c'est si important quand on sait que l'implicite, je ne sais pas moi, ça peut envoyer à des présupposés, à des stéréotypes, des choses de ce genre. Justement, moi personnellement, donc j'ai abordé l'implicite dans une autre dimension. Je ne voulais pas l'aborder dans une dimension purement interculturelle. On a enseigné d'abord explicitement l'oral, mais on a glissé l'interculturel d'une manière implicite pour ne pas choquer les étudiants. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai préféré faire des discussions, des débats en classe. On pouvait s'échanger les idées, hein, peut-être même ils pouvaient me convaincre sur certains points. Voilà, donc j'ai laissé le débat ouvert pour ne pas dire, pour ne pas les choquer ou bien les bloquer. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Oui. Est-ce qu'il y a une question? Donc le micro a été désactivé, je ne sais pas si ça a été réglé, désolé. Monsieur Moulay Antal a répondu à 2 questions sur l'implicite, l'interculturel. Donc on se demandait donc l'importance de l'implicite dans la compétence interculturelle chez ces étudiants-là qu'ils ont interrogés. Alors, une autre question, quels sont les principaux défis que les étudiants rencontrent en termes de compréhension et de gestion de l'implicite? Quels sont les défis c'est-à-dire auxquels ces étudiants-là peuvent rencontrer donc, les défis sont nombreux. Quand on sait que, par exemple, c'est-à-dire la langue elle-même est un élément culturel, hein, ça fait partie de la culture des gens. C'est-à-dire que, c'est-à-dire au même titre que la religion, que les rites, les traditions, donc ce sont des éléments culturels. Oui. Donc, l'implicite, donc le malentendu dont on parlait, peut créer chez ces étudiants des blocages. En sciences cognitives, on appelle ça des blocages cognitifs. C'est-à-dire l'apprenant des conflits dans certains cas. C'est-à-dire ça se termine par des blocages. C'est-à-dire l'étudiant ou bien l'apprenant dont vous parlez tout à l'heure, c'est-à-dire dans certaines régions. Oui. C'est-à-dire non seulement, c'est pas parce qu'ils ne peuvent pas apprendre le français, mais ils ne veulent pas. Parce que déjà, il y a... Et là, en fait, très bien. Il y a des blocages cognitifs donc, qui l'empêchent. Donc, ils pensent que c'est tout un travail. Hein, c'est tout un travail auprès... Voilà, donc il faut détecter. Il faut détecter d'abord. Il faut les détecter, il faut les déterminer. Démystifier. Les stéréotypes, il faut les retravailler. Merci. Donc, je pense qu'il faut aller vers la correction des représentations fausses qu'on a de l'objet langue et de son utilisation. Il faut faire la part des choses. Quand on apprend la culture de l'autre, ça ne veut pas dire qu'on trahit sa propre culture. Et ça ne veut pas dire qu'on soit acculturé,
Au contraire, c'est une richesse et une ouverture vers ce qui est bon dans les autres langues et cultures. Et c'est l'intérêt de l'interculturel. Et c'est pour cela qu'on essaie d'aller vers des perspectives qui travaillent positivement ces aspects-là de la langue et ne pas prendre la langue sans son héritage culturel. Merci. Je peux répondre à votre question, c'est vrai. Comme dit Benveniste, la langue et la culture sont les deux facettes d'une même médaille. Voilà. C'est vrai, donc on ne peut pas enseigner une langue sans initier les étudiants à la culture. Et ce qui m'a aidé un peu, parce que moi j'ai grandi à Adrar, je suis d'Adrar, donc ça m'a aidé un peu à trouver un terrain d'entente avec les étudiants. Donc ils acceptaient quand même... Bien sûr, j'ai fait mes études au département de français d'Adrar. Il y a aussi mes enseignantes qui sont là. Voilà, j'ai fait mes études à Adrar, donc je connais un peu le terrain et j'ai pu jouer sur ça. Voilà, c'est ça qui m'a un peu aidé dans Toute cette petite vie. question, s'il vous plaît. Donc, y a-t-il des similitudes ou des différences par rapport au contexte là où, je dirais, Boujotte peut-être régional. Non, Boujotte ou bien Kabyle, c'est un contexte un petit peu particulier hein, par rapport aux autres régions. Il faut mener des études, etc. Je comprends, on ne peut pas lancer comme ça des réponses, mais je ne sais pas, d'après votre propre expérience, avez-vous remarqué qu'il y a de la... Mais similitudes par rapport à quoi d'abord Par rapport à ce que vous avez évoqué, l'interculturel. Voilà. Oui, bien sûr. Donc l'Algérie, c'est un continent. Oui. Voilà. Oui, Adrar et oui, Béjaïa, Adrar, par exemple. Oui, mais on a des points différents et des points communs. Hein. Donc même à Adrar, ils sont ouverts sur les autres. Ils aiment les touristes et tout. Mais quand il s'agit justement de la langue française, il y a une sensibilité. Hein. Pas tous, je généralise pas, parce que même aussi mes enseignantes m'écoutent. Donc je ne peux pas généraliser, mais il y a une partie qui résiste toujours. Oui. Oui. Voilà. Pour ne pas être étiqueté, donc on ne pratique pas la langue en dehors de la classe. Sauf si dans le milieu naturel, c'est-à-dire l'environnement social, la famille, les amis, on pratique la langue. Aussi, il y a aussi une différence. Par exemple, au sud, on est plus timide. Donc on ne peut pas extérioriser notre... Voilà. On est... Ah oui. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. À vous la parole. Là, je vais rejoindre mon étudiant et M. Moulay Omar et mon collègue en même temps, Moulay Omar, sur un point. C'est que, et même la dame qui a posé la question, c'est que le travail sur les représentations ne se fait pas en un jour ou 2 jours. C'est un travail qui se fait à long terme. Je me rappelle très bien en 2011-2012, quand le département a été créé, je veux dire, de français
Merci, madame. Merci beaucoup, Madame Belhadj. C'est très instructif. Donc, parler des différences des régions, etc. Oui, il y a aussi donc, le fait que de la région, hein, c'est le Sahara, c'est l'immensité céleste, l'immensité terrestre. Donc, les gens sont un peu plus pieux. Donc, il y a aussi ça. Donc, on peut avoir... oui, comme disait notre collègue, donc ces choses-là, donc les stéréotypes, donc les représentations, c'est à la langue. Et puis il faut d'abord les détecter parce que parfois on ne sait pas. Dans un milieu d'éducation, il faut détecter. C'est le rôle de l'enseignant. Oui. Il faut détecter ces blocages cognitifs, hein, on appelle des blocages cognitifs, pour pouvoir petit à petit apporter des solutions, des explications, parce qu'il s'agit d'expliquer des choses. Il ne s'agit rien d'autre qu'une langue. On l'utilise pour communiquer, etc. C'est bien dit, merci beaucoup. Donc, je ne sais pas si on peut enchaîner par d'autres questions. Oui, allez-y. Tout d'abord, par rapport au rejet de la langue française, je pense qu'elle est de plus en plus rejetée, la langue française, et de manière explicite. Voilà. Là d'abord, je ne suis pas d'accord avec ce que je viens d'entendre. C'est-à-dire, jadis, elle a été plus acceptée au passé que maintenant. Et le rejet de cette langue est explicite maintenant. Et c'est un rejet systémique. Je crois qu'il est systémique. Voilà, c'est pour ça que j'ai posé tout à l'heure la question par rapport. Il faut regarder le programme des manuels scolaires pour voir que cette langue, elle est de plus en plus rejetée. Voilà. Donc, ce n'est même pas implicite, je pense que c'est explicite. Et c'est pour ça que le terme représentation me dérange un peu. Ça, c'est un projet plutôt idéologique. Moi, à mon avis, c'est plutôt idéologique et ce ne sont pas des représentations qui touchent des régions et pas d'autres. Tout le monde est touché par ça parce que c'est systémique. C'est un système qui refuse, qui rejette la langue française. Je vous remercie. Merci beaucoup. On a bien compris vos préoccupations. Donc oui, il s'agit donc d'un problème. Ça peut donner lieu à des études par rapport à cette question-là. Donc il faut peut-être d'autres sujets de recherche, d'autres recherches pour étayer donc ces convictions. Donc oui, donc on doit clôturer. Je ne sais pas si allez. Oui, juste pour monsieur, c'est vrai, vous avez parlé de ce changement, mais là, vous parlez d'une manière générale. Moi, j'ai parlé juste d'un public cible bien précis. Les étudiants de L1 de l'Université d'Adrar. C'est vrai, la vision a changé par rapport auparavant. Comme elle a témoigné, elle vient de le témoigner, Madame Belhadj. Donc, je parle beaucoup plus d'Adrar. Mais c'est vrai, au niveau national, je ne peux pas parler des choses voilà, politiquement, politique et tout, voilà. Merci beaucoup. Et je tiens aussi à remercier tous les participants
Je remercie donc les collègues qui sont des autres universités. Merci beaucoup. Madame Belhaj qui est avec nous aussi, je vous remercie beaucoup. Voilà, je vous invite à rejoindre l'autre session. Je ne sais pas s'ils ont terminé. Ils ont terminé. Donc, ce sera donc la clôture du colloque. Ce sera dans... Oui, je vous invite donc à rejoindre donc, le mot de clôture de ce colloque. Et merci beaucoup. Au revoir.
الزر نغاشي تدوني تدون سقال voilà. Bien. Bonsoir tout le monde, honorable assistance. Donc, à la fin de cette belle aventure, qu'on souhaitera reproduire aussi fréquemment que possible, je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à la réussite de l'événement. Je remercie particulièrement les membres du comité scientifique qui ont pris sur leur temps de lire et d'évaluer les propositions soumises par les participants, les membres du comité d'organisation qui nous ont accompagnés tout le long de ces 2 journées. Nous les avons fatigués avec nous, qu'ils acceptent ici notre reconnaissance. Les modérateurs qui ont pris part, qui ont participé par leur esprit et leur intelligence à organiser les différentes sessions. Combien est difficile leur tâche avec tous les problèmes techniques qui surviennent à chaque fois. Les intervenants, avec vos interventions pertinentes et enrichissantes, vous avez contribué à la réussite de cette rencontre. Sans vous et sans vos efforts, la rencontre n'aura pas le même goût. Les responsables de la faculté, le doyen, le secrétaire général, les moyens généraux, tous les agents, je vous présente mes vifs remerciements pour tout ce que vous avez fait pour nous faciliter la tâche. Que ceux que j'ai oubliés veuillent bien m'excuser. La rencontre sur l'implicite et le malentendu a suscité un engouement et des débats. C'est pourquoi nous avons décidé de la reproduire en 2025 dans un colloque international. Les résultats de ces présentations, de ces discussions, de ces débats seront consignés dans un ouvrage collectif. Donc je lance un appel à tous les participants pour préparer leurs textes qui seront soumis à évaluation pour être publiés dans cet ouvrage. Les modalités, bien sûr, de soumission vous seront envoyées plus tard. Je vous remercie. Merci. Je tiens à remercier tous les participants à ce colloque pour leurs interventions très enrichissantes et pour les débats qu'on a pu avoir et qui nous ont permis de revoir ces 2 notions d'implicite et de malentendu. Je remercie également les membres du comité scientifique pour la lecture et pour tous les efforts qu'ils ont fournis. Je remercie également les membres du comité d'organisation, la faculté, les ingénieurs et tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cet événement. Voilà, merci à tous. Voilà, donc je passe la parole directement au premier responsable de la faculté pour clôturer solennellement la rencontre. Merci beaucoup. À mon tour de remercier les 2 présidents du colloque, professeur Lanseur Sofiane et notre ami Bloksa, le nouveau chef du département.
On remercie aussi l'ancien chef du département, M. Benassar, qui a également donc, participé à l'organisation de cet événement. Donc, je tiens à remercier vivement aussi les services audiovisuels de la faculté. Grâce à eux, quand même, nous avons pu suivre toutes les communications via donc, le site de la faculté des lettres et des langues. Donc, depuis mon bureau, quand même, j'ai suivi plusieurs communications. Et il y a aussi un autre avantage, c'est qu'on peut le consulter à tout moment. Donc, même les colloques précédents, à chaque fois qu'on a besoin d'écouter un collègue, une communication, on peut aller dans l'historique de la page Facebook de la faculté. Vous pouvez trouver donc tous les enregistrements là-bas. Donc, c'est une grande avancée pour la faculté et pour l'université de Béjaïa. Nous souhaitons que cette démarche soit généralisée parce que diffuser la science, c'est l'une des missions justement d'un enseignant universitaire, d'un enseignant-chercheur. La science, il faut qu'elle soit vulgarisée et diffusée. La science, elle est gratuite. Elle est offerte à tout le monde. Donc, comment nous avons pu quand même apprendre à faire de la recherche? Actuellement, il suffit d'ouvrir son téléphone portable pour accéder à la science, donc accès libre. Et c'est ce que nous voulons justement faire au niveau de notre faculté, permettre à tous nos doctorants, à tous nos étudiants, les étudiants inscrits en Master 1 et Master 2, qui aspirent à passer le concours de doctorat et devenir doctorant à l'avenir et enseignant-chercheur, pourquoi pas. Donc c'est une très bonne chose. La thématique est très intéressante et justement, nous encourageons au niveau de notre faculté l'innovation, les thématiques qui n'ont jamais été traitées auparavant. J'assure mes deux collègues, donc présidents du colloque, que nous sommes prêts à les aider avec des moyens financiers, matériels, etc., pour l'édition des actes de ce colloque. Nous attendons surtout les résolutions, justement, parce que nous allons les publier, comme ça, le large public donc, peut accéder aux résolutions de cet événement, de cette manifestation scientifique. Donc, je remercie surtout ceux qui étaient présents durant les 2 journées, des collègues enseignants du département de français qui ont suivi. Et justement, qu'est-ce qui nous encourage? Nous, en tant qu'enseignants au niveau de ce département, c'est quand nos collègues viennent participer à ces événements. Croyez-moi que ce n'est pas facile pour un enseignant de préparer une manifestation scientifique parce qu'il y a tout un monde derrière. Ce n'est pas uniquement une personne ou deux personnes qui peuvent préparer cet événement, mais il y a beaucoup de choses à préparer, donc il y a beaucoup de détails. Quand on arrive là, on voit, tout est prêt. On a l'impression que c'est comme ça, c'est fait comme ça, mais dans la réalité, parfois ça dépasse une 50aine de personnes qui sont derrière pour préparer un événement pareil. Donc vous avez le personnel de l'hôtel, vous avez le personnel de la faculté, ATS et enseignants, vous avez aussi les enseignants, les membres du comité scientifique, les membres du laboratoire, le SMS, les gens qui ont lu les propositions de communication, qui ont préparé surtout le programme, donc pour préparer un programme classé, essayer de voir qui présente quoi, dans quel axe, etc. Donc c'est toute une préparation. Je vous remercie beaucoup pour tout ce travail. Je remercie le secrétaire général de notre faculté, Zemouri Abid, donc, qui a veillé au bon déroulement de cet événement. Je réitère encore une fois mes remerciements au service audiovisuel de notre faculté. Grâce à eux, donc, notre événement a été suivi et il est suivi. On m'a appelé de plusieurs universités pour nous féliciter pour le travail que nous sommes en train de faire. Donc, si notre travail est suivi, c'est grâce justement à notre service audiovisuel. Nous souhaitons l'améliorer, essayer aussi parce que j'ai constaté que parfois il y a des soucis techniques. C'est normal, le débit Internet en Algérie n'est pas encore définitivement amélioré.
Donc nous avons quand même quelques soucis techniques que nous souhaitons régler à l'avenir. J'encourage nos collègues enseignants du département français et pourquoi pas aussi des autres départements à nous proposer des thématiques, à organiser des manifestations scientifiques, parce qu'on n'est pas uniquement enseignants. Notre statut, c'est qu'on est des enseignants-chercheurs. Donc il y a la partie recherche qu'il faut aussi honorer, un engagement qu'il faut honorer en ce qui concerne la recherche, encadrer des étudiants, aussi organiser des manifestations scientifiques. Nous sommes là, les portes sont ouvertes. Et la faculté des lettres et des langues, alhamdoulilah, pour le moment, elle a tous les moyens nécessaires pour organiser toutes ces manifestations. Actuellement, nous avons pour cette année 15 colloques nationaux, nous avons 5 colloques internationaux, plus des journées d'études. Donc nous avons programmé beaucoup d'activités dans les 5 départements d'arabe, tamazight, français, anglais et traduction. Donc dès la rentrée universitaire de septembre, nous avons un programme très riche de colloques, très intéressant. Donc il faut proposer des communications, il ne faut pas hésiter, c'est une chance que vous avez parce que vous n'allez pas vous déplacer, vous n'allez pas... Donc c'est votre université, profitez pour faire des propositions, vous avez toutes les vacances pour préparer des communications. Donc je réitère enfin mes remerciements à mes 2 collègues lanceurs, Sofiane et Belkissa, pour tout le travail qu'ils ont fait. Donc sur ce, je déclare la clôture de cet événement et merci beaucoup. Voilà.